Quand on pense à un président africain, on imagine des palais dorés, des cortèges officiels, des discours enflammés et des décisions qui façonnent le destin d'une nation. Mais derrière ces images de pouvoir, il existe un passé méconnu, parfois surprenant. Car avant de diriger des nations, certains de ces hommes ont exercé des métiers inattendus, parfois très éloignés de la politique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces histoires incroyables et découvrir ensemble les anciens métiers étonnants des présidents africains. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner sur la chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On commence. En numéro 11, direction l'Afrique du Sud avec Jacob Zuma, l'un des présidents les plus controversés et charismatiques du pays. Mais bien avant les couloirs du pouvoir et les intrigues politiques, Zuma vivait une existence d'une simplicité extrême. Il était gardien de bétail et berger. Né en 1942 dans la province du KwaZulu-Natal, Zuma connaît une enfance marquée par la pauvreté. Son père meurt alors qu'il est encore très jeune, et sa mère, femme de ménage, peine à subvenir aux besoins de la famille. Dans ce contexte difficile, le petit Jacob doit abandonner l'école très tôt pour travailler et aider les siens. Et son premier emploi n'est pas derrière un bureau, ni dans une usine, mais dans les vastes pâturages de la campagne sud-africaine. Imaginez la scène. Zuma, encore enfant, marchant pieds nus dans la rosée du matin, guidant un troupeau de vaches à travers les collines vallonnées. Ses journées étaient rythmées par le son des cloches des bêtes, la chaleur écrasante du soleil et l'immense solitude des plaines. Ce travail pouvait sembler humble, voire insignifiant, mais il exigeait en réalité une grande vigilance. Un berger doit protéger son troupeau contre les voleurs, les animaux sauvages et les maladies, et il doit aussi se montrer patient, car la moindre erreur pouvait mettre en danger la survie de la famille. C'est dans ces longues heures de solitude que Zuma a développé une résilience à toute épreuve et une capacité à observer le monde avec attention. Des qualités qui, des années plus tard, allaient forger sa personnalité politique. Patient, stratège et endurant, capable d'attendre son heure avant de frapper. Une anecdote rapportée par ses proches raconte qu'enfant, il utilisait des bâtons pour mimer des combats imaginaires tout en surveillant son troupeau. Une façon pour lui de rêver à une vie plus grande que celle que le destin semblait lui imposer. Ce mélange de rêverie et de ténacité allait devenir la marque de son parcours. Ainsi, avant de devenir président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma était simplement un berger, veillant sur ses vaches avec autant de sérieux qu'il veillera plus tard sur un pays entier. Une histoire qui montre que parfois, les plus humbles débuts peuvent cacher des ambitions immenses. En numéro 10, cap sur le Rwanda avec Paul Kagame, l'homme qui a profondément marqué l'histoire récente de son pays. Aujourd'hui considéré comme l'un des dirigeants africains les plus influents, Kagame n'a pourtant pas toujours connu les palais présidentiels ni les honneurs diplomatiques. Son premier métier, bien loin de la politique, était celui de vendeur de lait. Né en 1957 dans une famille Tutsi, Paul Kagame connaît très tôt les épreuves. Enfant, il fuit avec les siens les violences ethniques qui ravagent le Rwanda et se réfugie en Ouganda. Là-bas, la vie est dure et la survie dépend du travail quotidien. Pour aider sa famille, le jeune Kagame se lance dans une activité modeste mais essentielle, vendre du lait. Le jeune Kagame, adolescent, parcourait à pied les marchés des villages, une calebasse de lait à la main, négociant avec les passants pour vendre quelques gorgées d'un produit simple mais précieux. Le lait, dans de nombreuses communautés, n'est pas seulement une boisson, c'est un symbole de vie, de prospérité et de partage. Chaque vente demandait de la patience, de la persuasion et une certaine habileté commerciale. C'est dans ces moments d'échange quotidiens que Kagame forge son caractère. Il apprend à observer les gens, à comprendre leurs besoins, à négocier sans jamais perdre son calme. Et surtout, il développe une discipline de fer. Se lever tôt, marcher des kilomètres, persévérer malgré la fatigue ou les refus. Des qualités qui, plus tard, deviendront ses plus grandes armes dans la lutte militaire et politique. Une anecdote racontée par ceux qui l'ont connu dans sa jeunesse dit qu'il était extrêmement méticuleux, s'assurant toujours que le lait soit propre, bien conservé et présenté avec soin. Pour lui, même dans la simplicité, il fallait faire les choses correctement. Une rigueur qui se retrouve aujourd'hui dans son style de gouvernance, où l'ordre et la discipline tiennent une place centrale. Ainsi, avant d'être reconnu sur la scène internationale comme le visionnaire du Rwanda, Paul Kagame n'était qu'un jeune réfugié vendant du lait pour aider sa famille à survivre. Une preuve que même derrière les carrières les plus impressionnantes, se cachent des débuts humbles, forgés par la nécessité et le courage. En numéro 9, allons au Kenya avec William Ruto, l'actuel président du pays. Derrière son image d'homme politique déterminé et stratège, se cache une histoire beaucoup plus modeste et touchante. Car avant de gravir les échelons du pouvoir, William Ruto a connu la vie rude et incertaine des petits vendeurs ambulants. Son commerce, des poulets et des arachides. Né en 1966 dans un petit village de la vallée du Rift, Ruto grandit dans une famille simple où chaque repas se gagnait à la sueur du front. Très jeune, il comprend que s'il veut aider ses parents et financer sa scolarité, il doit trouver un moyen de gagner de l'argent par lui-même. C'est ainsi qu'il commence à élever quelques poulets qu'il revend ensuite sur les marchés locaux, accompagnant souvent ses ventes de petits sachets d'arachides grillés. William, panier sous le bras, parcourait les rues poussiéreuses, appelant les passants d'une voix pleine d'énergie. Parfois,
Il devait négocier longuement avec ses clients, accepter de petites pertes pour ne pas rentrer bredouille, ou encore marcher des kilomètres sous le soleil brûlant pour écouler sa marchandise. Ce métier lui a appris bien plus que le commerce. Il a forgé en lui la ténacité, la débrouillardise et l'art de convaincre. Dans les marchés, il ne s'agissait pas seulement de vendre un poulet, mais aussi de gagner la confiance des clients, de leur donner l'impression qu'il faisait la meilleure affaire. C'était une véritable école de leadership et de communication. Une anecdote souvent citée par Routot lui-même est qu'il utilisait l'argent de ses ventes pour payer ses frais scolaires, achetant même ses premiers uniformes grâce à la vente de ses poulets. Rien ne lui était donné. Chaque avancée dans la vie était le fruit de son labeur quotidien. Ce parcours est d'ailleurs resté une partie essentielle de son identité politique. Ses partisans l'appellent encore aujourd'hui hustler, c'est-à-dire celui qui se bat, celui qui ne part de rien pour arriver au sommet. Et ce surnom, il le revendique fièrement, comme un rappel constant de ses débuts modestes. Ainsi, avant d'être le président du Kenya, William Ruto n'était qu'un vendeur ambulant, arpentant les marchés avec ses poulets et ses arachides. Une preuve éclatante que même dans les ruelles les plus poussiéreuses, on peut cultiver les qualités d'un futur chef d'État. En numéro 8, rendons-nous au Gabon chez Ali Bongo Ondimba, un président au parcours étonnant. Avant de diriger son pays et de s'imposer comme une figure politique, Ali Bongo a d'abord été musicien professionnel. Oui, vous avez bien entendu, il ne rêvait pas de politique au départ, mais de rythme, de mélodie et de studio d'enregistrement. Né en 1959 à Brazzaville, alors que son père Omar Bongo venait tout juste de se lancer en politique, Ali grandit dans un univers de privilèges. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'est pas immédiatement tourné vers la carrière politique familiale. Très tôt, il se passionne pour la musique, notamment la funk et la soul, influencé par les courants venus des États-Unis. Dans les années 1970, Ali Bongo se lance sérieusement dans la musique. Il apprend le piano, travaille sa voix et fréquente les milieux artistiques de Libreville et de Paris. En 1977, il sort même un album intitulé « A Brand New Man », inspiré du style funk à la James Brown. Imaginez la scène, le futur président du Gabon, lunettes fumées et veste brillante, enregistrant en studio, entouré de musiciens, avec l'ambition de conquérir les scènes internationales. Cet album, produit par Eddie Barclay, l'un des grands producteurs français de l'époque, n'a pas rencontré le succès escompté. Mais pour Ali, cette aventure musicale n'était pas qu'un simple caprice. Elle reflétait sa volonté d'exister par lui-même, en dehors de l'ombre gigantesque de son père. La musique était pour lui une manière de s'exprimer, de toucher les gens autrement que par les discours politiques. Ce passage dans la musique lui a appris des leçons précieuses. L'art de se mettre en scène, le sens du rythme et surtout la capacité à séduire un public. Des qualités qui allaient plus tard s'avérer utiles dans ses campagnes électorales. Ce qui peut justifier que, même après être entré en politique, Ali Bongo a continué à s'intéresser de près à la musique. Il soutenait des festivals, encourageait des artistes gabonais et aimait rappeler à ses proches qu'avant d'être président, il avait été artiste, avec tout ce que cela implique de créativité et de passion. Ainsi, avant de devenir président du Gabon, Ali Bongo Ondimba était un musicien qui rêvait de scène et de projecteurs. Une trajectoire qui prouve que parfois, la route vers le pouvoir peut commencer par des notes de musique et des accords de guitare. En numéro 7, direction la Gambie, avec Adama Barrow, l'homme qui a surpris le monde entier en battant Yahya Jammeh, un président qui s'accrochait au pouvoir depuis plus de 20 ans. Mais avant de devenir ce symbole de changement démocratique, Barrow exerçait un métier simple, loin des projecteurs. Il était gardien de sécurité. Né en 1965 dans un petit village de la Gambie rurale, Adama Barrow grandit dans une famille modeste. Comme beaucoup de jeunes de son pays, il rêve d'une vie meilleure et s'installe à Banjul, la capitale. Mais le destin l'amène bien plus loin. Au début des années 2000, il part pour Londres afin de chercher des opportunités. C'est là qu'il trouve un emploi de vigile, travaillant dans des immeubles et des magasins, chargé de surveiller, de protéger et d'assurer la tranquillité des lieux. Barrow mettait son uniforme, se postait devant l'entrée d'un immeuble londonien, observant les allées et venues, veillant à la sécurité des habitants. Ces nuits étaient longues, souvent monotones, parfois dangereuses. Le métier de vigile, souvent mal payé et peu reconnu, exige pourtant une vigilance constante, une endurance physique et un sens aigu de la responsabilité. C'est dans ce contexte qu'il forge son caractère. Chaque nuit passée debout, chaque incident évité lui apprenait la discipline, la patience et l'importance d'assumer ses responsabilités. Il disait lui-même que ce travail lui avait appris à garder son calme face aux provocations, une qualité qui deviendra plus tard sa force face à la pression politique. Une anecdote marquante est que Barrow travaillait de jour sur ses études et de nuit comme gardien de sécurité. Ses collègues racontent qu'il avait toujours un livre ou des notes avec lui, même lorsqu'il était en service, déterminé à progresser malgré les difficultés. De retour en Gambie, il se lance dans l'immobilier avant d'entrer en politique. Et c'est fort de cette expérience de vie, de cette humilité acquise dans les rues de Londres, qu'il va surprendre le monde en remportant les élections de 2016. Ainsi, avant d'être président de la Gambie, Adama Barrow était un simple vigile, un homme en uniforme discret qui passait ses nuits à surveiller des portes et des couloirs.
Une trajectoire incroyable qui montre que même les métiers les plus modestes peuvent forger des présidents. En numéro 6, cap sur l'Ouganda avec Yoweri Museveni, l'un des présidents les plus emblématiques et aussi les plus controversés du continent. Avant de devenir chef de l'État, stratège militaire et figure politique redoutée, Museveni était gardien de bétail. Né en 1944 dans la région d'Ankole, au sud-ouest de l'Ouganda, Museveni grandit dans une famille de pasteurs Ankole, un peuple pour qui les vaches ne sont pas de simples animaux, mais une véritable richesse culturelle, sociale et même spirituelle. Très jeune, on lui confie la mission de conduire les troupeaux dans la savane, sous le soleil brûlant. Bâton à la main, il devait protéger les vaches contre les voleurs, mais aussi contre les prédateurs, comme les lions ou les hyènes, qui rôdaient la nuit. Ces longues journées passées dans la nature ont forgé son endurance et son sens de l'observation. Museveni raconte lui-même que c'est dans les pâturages qu'il a appris la patience, l'art de la vigilance et surtout la discipline. Chaque erreur, comme perdre une vache, se payait cher. Dans les traditions Ankole, perdre un animal, c'était perdre une partie du prestige de la famille. Plus tard, devenu président, Museveni aimait rappeler ses origines de gardien de bétail pour montrer qu'il n'était pas un dirigeant coupé du peuple. Il affirmait même que « un bon leader doit savoir garder des vaches avant de garder des hommes », une manière subtile de transformer son passé pastoral en leçon politique. Ainsi, derrière l'homme d'État au pouvoir depuis plusieurs décennies, se cache l'image d'un jeune garçon arpentant les plaines ougandaises, attentif au moindre bruit, veillant sur son troupeau comme il veillera plus tard sur un pays tout entier, mais avec une main souvent bien plus dure. En numéro 5, direction la Guinée équatoriale avec Teodoro Obiang Nguema, l'homme qui détient le triste record d'être le président en exercice le plus longtemps resté au pouvoir en Afrique. Mais avant de régner d'une main de fer sur ce petit pays riche en pétrole, Obiang exerçait un métier bien particulier. Il était agent de prison. Né en 1942 dans le village de Akoakam, Obiang grandit à une époque où la Guinée équatoriale était encore sous domination coloniale espagnole. Après ses études dans les écoles militaires, il est affecté à l'administration pénitentiaire. Son rôle, surveiller, encadrer et maintenir l'ordre dans les prisons du pays. Le jeune Teodoro, en uniforme impeccable, arpentait les couloirs sombres et étouffants d'une prison coloniale, les clés cliquetant à sa ceinture, les yeux constamment aux aguets. Être gardien de prison n'était pas seulement une question de discipline militaire, c'était aussi une plongée quotidienne dans un univers de tension, de peur et parfois de violence. Ce métier lui a permis de se familiariser très tôt avec l'autorité, le contrôle et la psychologie humaine. Face aux détenus, il devait imposer le respect, parfois par la force, parfois par la ruse. Cette expérience allait profondément marquer sa vision du pouvoir. L'idée que gouverner, c'est avant tout surveiller, contrôler et punir. Une anecdote souvent évoquée est que, même après être devenu président, Obiang se souvenait de ses années comme gardien. Il aimait rappeler que ce travail lui avait appris à tenir les hommes, à comprendre leurs faiblesses et à savoir jusqu'où pousser l'autorité pour éviter la révolte. Une philosophie qu'il appliquera sans détour dans sa présidence, marquée par la répression et la peur. Ainsi, avant de s'asseoir au sommet de l'État, Teodoro Obiang Nguema passait ses journées dans les prisons, à veiller sur des détenus. Une trajectoire étonnante qui explique en partie le style autoritaire qu'il adoptera plus tard à la tête de la Guinée équatoriale, transformant l'expérience du gardien en un véritable mode de gouvernance. Faisons notre entrée du top 4 au Nigeria, avec Goodluck Jonathan, un président dont le nom, déjà évocateur, a marqué la scène politique africaine et internationale. Mais bien avant les sommets du pouvoir et les discours à l'ONU, Goodluck Jonathan menait une vie humble, au cœur des rivières et des marchés. Il était vendeur de poissons et de canards. Né en 1957 dans l'état de Bayelsa, dans le delta du Niger, Jonathan grandit dans une famille modeste de pêcheurs et d'agriculteurs. Sa maison n'avait ni chaussures en abondance, ni voiture, ni électricité constante. Dans ce contexte, il doit très tôt contribuer à la survie familiale. Pour cela, il se tourne vers une activité à la fois accessible et essentielle, l'élevage de canards et la vente de poissons. Le jeune Jonathan transportait des canards dans des paniers tressés et portant des bassines de poissons frais pêchés dans les rivières du delta. Les journées commençaient à l'aube, entre les cris des volatiles et l'odeur caractéristique des marchés locaux. Chaque client négociant son prix était une petite bataille, chaque poisson vendu représentait une victoire. Ce travail n'était pas seulement un moyen de subsistance, il lui a appris la rigueur et le sens du commerce. S'occuper des canards demandait de la patience et de l'attention aux détails. Vendre du poisson exigeait de la persuasion et un sens de la négociation. Toutes ces qualités allaient plus tard l'aider à naviguer dans les eaux souvent troubles de la politique nigériane. Une anecdote raconte que Jonathan, étudiant, vendait encore des canards pour payer ses frais scolaires. En 2010, il devient président du Nigeria après la mort de Umaru Yar'Adua, entrant ainsi dans l'histoire comme l'un des rares Nigérians à être passé des marchés poussiéreux du Delta aux plus hautes fonctions de l'État. Ainsi, avant d'être président, Goodluck Jonathan était un simple vendeur de poissons et de canards. Une trajectoire qui illustre parfaitement l'idée que les leaders les plus inattendus peuvent naître des environnements les plus modestes. En numéro 3, cap sur la Zambie avec Hakainde Hichilema, surnommé affectueusement Double H par ses partisans.
Aujourd'hui président de la République, il a longtemps été vu comme l'homme d'affaires prospère, le self-made man zambien par excellence. Mais son histoire commence bien plus modestement, dans les plaines rurales, où il exerçait le métier d'éleveur de bétail. Il voit le jour en 1962 dans une famille paysanne. Hichilema grandit dans un petit village du sud de la Zambie. La vie y est simple, rude, et centrée sur l'agriculture et l'élevage. Dès son plus jeune âge, on lui confie la garde des vaches de la famille. Il apprend à les nourrir, à les soigner, à les protéger contre les maladies et les voleurs, mais aussi à marcher des kilomètres pour chercher de bons pâturages. Le jeune Akai Ende, sous le soleil brûlant, guidait son troupeau dans les vastes étendues zambiennes, observant attentivement chaque bête, les appelant par leur nom et reconnaissant leur comportement. Élever du bétail n'était pas seulement une tâche, c'était une école de patience, de responsabilité et de stratégie. Petit à petit, il développe un véritable sens du commerce. Chaque vache représentait une richesse potentielle, chaque veau un avenir prometteur. Il apprend très tôt à calculer, à négocier et à gérer un petit capital. Sans le savoir, il posait les bases de son futur esprit entrepreneurial. Car contrairement au précédent président mentionné, Hichilema ne voyait pas ce métier juste comme un moyen de survie, mais comme un vrai business. Il poursuivra l'élevage jusqu'à devenir le deuxième plus grand éleveur de la Zambie et sera même déjà multimillionnaire bien avant son accession au pouvoir. Et plus tard, lorsqu'il entamera sa carrière politique, il aimait rappeler qu'il avait commencé comme simple éleveur, prouvant à ses partisans qu'avec du travail et de la persévérance, on peut atteindre les plus hauts sommets. Ainsi, avant de devenir président de la Zambie, Hakainde Hichilema était ce jeune garçon rural qui passait ses journées auprès de ses vaches, apprenant la discipline, la patience et l'art de gérer des ressources précieuses. Ce métier d'éleveur a façonné l'homme qu'il est devenu, un leader pragmatique, proche de la terre et profondément conscient de la valeur de chaque effort. En numéro 2, cap sur la République démocratique du Congo avec Félix Tshisekedi, l'homme qui, en 2019, accède au pouvoir et prend les rênes de la plus grande nation d'Afrique centrale. Mais avant d'être président et de diriger un pays de plus de 90 millions d'habitants, Félix a connu une jeunesse marquée par le travail manuel et la découverte du monde réel. Il a exercé des emplois dans la restauration et la manutention, des expériences modestes mais formatrices. Né en 1963 à Kinshasa, dans une famille très engagée politiquement, Félix n'a jamais été à l'abri des réalités de la vie quotidienne. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il ne grandit pas uniquement dans l'ombre de son père, mais cherche à comprendre la valeur du travail concret. Contraint de s'exiler en Belgique, il enchaîne alors différents petits emplois. Serveur dans des restaurants locaux, aide en cuisine, manutentionnaire dans des entrepôts ou centres de distribution. Pour gagner sa vie, il passait des fois ses journées courantes entre les tables d'un restaurant bondé, portant des plateaux remplis de plats fumants, veillant à ce que chaque client soit satisfait. Puis, quelques heures plus tard, le retrouver dans un entrepôt, soulevant des cartons lourds, triant des marchandises et organisant les livraisons avec soin. Chaque tâche, aussi banale ou physique soit-elle, devenait une école de rigueur et de persévérance. Mais ces métiers ne lui enseignaient pas seulement la discipline physique. Ils lui permettaient de comprendre les réalités sociales, d'observer les efforts quotidiens et les réalités de la diaspora congolaise, et de développer une empathie pour ceux qui travaillent dur pour survivre. Cette capacité d'observation, d'organisation et de leadership discret allait lui servir lorsqu'il entrerait dans l'arène politique. Ainsi, avant d'être président, Félix Tshisekedi était un jeune homme confronté à la réalité du travail quotidien, apprenant à gérer la fatigue et les relations humaines. Ces expériences modestes mais formatrices ont contribué à forger sa résilience, son sens du contact humain et sa compréhension des défis concrets auxquels sont confrontés ses concitoyens, posant les bases d'un leadership ancré dans la réalité et l'expérience du terrain. Nous sommes enfin arrivés au numéro 1. Pour cela, direction le Madagascar pour parler de Andry Rajoelina, l'homme qui a secoué la scène politique malgache et qui, jeune, a su s'imposer face aux structures établies. Mais avant de devenir président et d'occuper les bureaux gouvernementaux, Rajoelina avait un métier qui respirait la musique, l'énergie et la foule. Il était DJ. Né en 1974 à Antsirabe, une ville réputée pour ses sources thermales et son ambiance vivante, Andry grandit dans un environnement où la musique rythmait la vie quotidienne. Très tôt, il se passionne pour les platines, les vinyles et les sons qui font danser. À l'adolescence, il commence à mixer lors de fêtes locales, d'anniversaires ou de petites soirées dansantes. Ces moments lui permettent de comprendre quelque chose d'essentiel. Captiver un public ne se fait pas par hasard, mais par observation, timing et créativité. Chaque soirée était un défi. Certains spectateurs étaient exigeants, d'autres inattentifs, mais il fallait garder l'énergie, surprendre avec des transitions inédites et faire en sorte que chacun reparte avec un souvenir mémorable. C'est dans ce contexte qu'il développe un sens aigu de l'improvisation et de la psychologie de groupe. Mais être DJ n'était pas qu'une question de rythme et de danse.
Pour Rajoelina, c'était un moyen de se faire connaître, de bâtir un réseau, de tisser des liens avec différents acteurs locaux et de comprendre les goûts et les attentes des gens. On raconte qu'il passait des nuits entières à perfectionner ses mix, testant de nouveaux sons, enregistrant des transitions inédites, juste pour que le public soit captivé. Ce souci du détail et cette persévérance allaient plus tard devenir des atouts majeurs dans ses campagnes politiques, où chaque discours et chaque apparition nécessitaient autant de préparation et d'anticipation. Son expérience de DJ lui a également appris à gérer la pression et les imprévus. Si une panne de son survenait ou si un morceau ne plaisait pas, il fallait réagir immédiatement, garder son calme et réorienter l'énergie de la foule. Cette capacité à rester maître de la situation, même dans le chaos, allait se révéler cruciale lorsqu'il entamera sa carrière politique, souvent tumultueuse. Ainsi, avant d'être président, Andry Rajoelina n'était pas seulement un animateur de soirée. Il était un observateur, un stratège et un communicateur naturel, capable de comprendre son audience et de captiver les foules. Son parcours derrière les platines a forgé son sens du timing, son audace et sa créativité. Des qualités qui allaient l'accompagner tout au long de son ascension vers le pouvoir. Voilà, vous venez de découvrir que derrière les grandes figures présidentielles se cachent souvent des débuts simples, parfois même surprenants. Comme quoi, personne n'est chef d'État, chaque parcours est une histoire unique. Et maintenant, dites-nous, lequel de ces anciens métiers vous a le plus étonné? Et pensez-vous que ces expériences ont influencé leur manière de diriger leur pays? N'hésitez pas à nous partager vos impressions dans l'espace commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines révélations. C'était Succès Noir, et je vous dis à la prochaine.